Actuellement, les femmes inondent les rues de l'Iran criant Jin Jiyan Azadi. Ces trois mots se traduisent par femme, vie, liberté, et rendent beaucoup de gens dans le gouvernement iranien nerveux quant à ce que l'avenir peut réserver. Depuis longtemps, les femmes ont été opprimées dans le pays. Ce moment pourrait être un tournant historique. La vérité est que l'Iran n'a pas toujours été ainsi. Les femmes avaient autrefois beaucoup plus de liberté dans le pays. La révolution qui se profile à l'horizon pourrait démanteler les lois oppressives qui ont enserré la nation depuis 1979, et ce seront les femmes qui mèneront la charge. Pour comprendre la situation actuelle, nous devons revisiter l'histoire de l'Iran. L'Iran a subi plusieurs changements drastiques au fil des siècles, tout comme chaque pays du monde. Ce que vous ignorez sur cette région ne vous surprendra pas seulement, mais modifiera votre perception du passé, du présent et du futur. Il y a quelques 13 à 1400 ans, l'islam est arrivé dans la partie du Moyen-Orient qui deviendrait finalement l'Iran. Toutefois, avant cela, cette région du monde était avancée à plusieurs niveaux, même par rapport aux normes actuelles. La religion suivie par beaucoup à l'époque s'appelait le zoroastrisme, et elle fournissait un cadre pour une société qui considérait les hommes et les femmes beaucoup plus égaux que l'interprétation actuelle de l'islam en Iran aujourd'hui. Il est important de rendre un point très clair dès le début. Les problèmes en Iran ne sont pas le résultat de la foi islamique. Ils ont été provoqués par des individus qui dénaturent les principes de l'islam pour leur idéologie. Cela a souvent été fait pour maintenir certaines personnes au pouvoir. Tout comme tous les chrétiens ne croient pas que la Terre a été créée il y a 4000 ans et que chaque mot de la Bible doit être strictement suivi, tous les musulmans ne croient pas que les femmes devraient être réprimées et que le Coran devrait être interprété littéralement. Ce ne sont que les extrémistes qui ont peur de perdre leur pouvoir ou de voir la société changer qui utilisent ces types d'arguments religieux stricts pour justifier leurs actions. Malheureusement, en Iran et ailleurs, cette pratique perdure, opprimant de nombreuses personnes, dont les femmes, les minorités et ceux aux croyances différentes. Avant ce changement d'idéologie en Iran, les femmes pouvaient occuper des postes de direction au gouvernement et dans d'autres organes décisionnels. Elles pouvaient être des commandants de haut rang dans l'armée et même régner en tant que reines dans certaines circonstances. Avant les années 700, malgré l'imperfection, les lois et systèmes de croyances locaux étaient plus libéraux et progressistes que certaines lois actuelles. Alors, que s'est-il passé et comment en sommes-nous arrivés là? Nous le réitérons, au cas où cela n'était pas clair précédemment. Ce n'est pas à cause de la foi islamique, mais c'est très certainement à cause des personnes au pouvoir. Bien qu'il puisse y avoir un autre acteur impliqué qui pourrait vous surprendre, ou peut-être pas, selon ce que vous savez de l'Agence centrale de renseignement, durant l'époque du zoroastrisme, il y avait encore beaucoup de guerres, de conflits et de persécutions en Iran. Toutefois, il existait une plus grande liberté et égalité entre les sexes. Bien que non parfaite, les choses semblaient évoluer vers une société plus inclusive. Quand l'islam a conquis le Moyen-Orient, bien que les dirigeants, empereurs et reines subsistaient, la religion s'est focalisée sur le Coran et les enseignements de Muhammad. Dans les siècles à venir, les Iraniens défendraient leur patrie contre les forces d'invasion, telles que les Mongols et les Européens, essayant de coloniser la région. Comme le reste du monde, la paix était difficile à obtenir. Et au XXe siècle, l'Iran se trouvait dans une position similaire à celle de nombreux autres pays qui disposèrent de ressources que les pays européens convoitaient. Durant le XIXe siècle, l'Iran est resté sous l'influence russe pendant des décennies suite à la guerre russo-persane, terminée en 1828. Cependant, c'est en 1921, lorsqu'un commandant militaire du nom de Reza Khan a pris le pouvoir, que les bases de l'Iran moderne ont été établies. En 1925, Reza Khan est devenu le Shah, équivalent aux anciens rois dynastiques au pouvoir absolu des siècles précédents, et a été renommé Reza Shah Pahlavi. C'est en 1935 que le pays a officiellement adopté l'Iran comme son nom officiel. L'Iran n'était pas entièrement autonome. La Grande-Bretagne et d'autres puissances européennes étaient toujours intéressées par ses champs pétroliers. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Reza Shah Pahlavi a déclaré que l'Iran resterait neutre même si la Grande-Bretagne lui a ordonné d'expulser les ingénieurs et techniciens allemands travaillant sur les champs pétroliers en Iran. Cette décision s'est mal passée pour Pahlavi, et après la défaite des nazis, il a été renversé par les forces britanniques et soviétiques. Mohammad Reza Shah Pahlavi a succédé à son père en tant que dirigeant de l'Iran. Malgré l'immense pouvoir du Shah et son contrôle sur de vastes pans des politiques iraniennes, d'autres entités gouvernementales ont tenté de conserver un semblant d'influence. En 1951, le premier ministre Mohammad Mossadegh a essayé de nationaliser l'industrie pétrolière, dont la Grande-Bretagne détenait une importante part. Le Shah, mis au pouvoir par la Grande-Bretagne, s'est opposé à Mossadegh et a tenté de le destituer. Néanmoins, l'échec a contraint le Shah à fuir l'Iran. 2 ans après, le Shah est revenu quand le général Fazlullah Zahedi a renversé Mossadegh via un coup d'État. C'est ici que les choses deviennent discutables. Zahedi a eu un peu d'aide d'une source extérieure, un acteur qui jusqu'à ce point n'avait pas interféré en Iran.
Le soutien de la Central Intelligence Agency américaine a permis au général Fazlullah Zahedi d'obtenir les ressources pour renverser Mossadegh. L'histoire a démontré que l'implication de la Agence centrale de renseignement dans la politique interne d'un pays peut entraîner des résultats imprévus. Une fois Mohammad Reza Shah Pahlavi remis au pouvoir, les services de renseignement américains et israéliens ont travaillé avec le Shah pour mettre en place l'Organisation de renseignement et de sécurité nationale de l'Iran. C'est devenu l'Organisation de renseignement iranienne, plus tard utilisée pour des actions terribles comme la torture et l'exécution de l'opposition politique et la répression de la dissidence. Un bras du gouvernement chargé d'appliquer la volonté du Shah permettrait au futur régime d'opprimer des groupes comme les femmes et les minorités. Néanmoins, en 1963, l'Iran commençait à progresser. Le Shah a initié la Révolution blanche pour occidentaliser les principes socio-économiques du pays. Vous pouvez sans doute deviner qui a pu influencer certaines politiques de ce nouvel agenda. Beaucoup dans le pays ont exprimé leur opposition au nouveau plan du Shah pour la nation. Certains souhaitaient une théocratie plus stricte, d'autres voulaient juste garder le patrimoine culturel familial transmis depuis des générations. Comme prévu, le Shah a utilisé son agence de renseignement récemment créée pour étouffer la résistance à son plan, éliminant ceux qui le contestaient. C'était une période sombre que les musulmans conservateurs ont utilisée pour rassembler et unifier des individus partageant les mêmes idées. Tandis que le Shah prônait la libéralisation, les leaders chiites voulaient un retour aux valeurs islamiques traditionnelles. Leur principale objection à ce que le Shah tentait de faire était qu'il donnait trop de liberté aux femmes, un droit qui serait progressivement retiré avec le temps. Néanmoins, des aspects positifs ont découlé des réformes de la Révolution blanche. Des corps d'alphabétisation et de santé ont été déployés en zone rurale pour soutenir et fournir des ressources aux habitants. Cela a toutefois réduit l'autonomie dont bénéficiaient traditionnellement les groupes de l'Iran rural. Ces communautés détenaient certaines des croyances islamiques les plus conservatrices et répugnaient profondément les changements imposés. Durant cette période, des réformes sociales et juridiques ont été adoptées, accordant plus de liberté et d'autonomie aux femmes. Cela a déplu à ceux habitués à une société patriarcale depuis que l'Iran a embrassé l'islam il y a plus de 1000 ans, mais pour les femmes, tout a évolué. Pour la première fois en siècles, elles semblaient en route vers l'égalité. Malgré la présence de femmes dans l'enseignement supérieur, les réformes ont entraîné une augmentation des candidatures et des admissions féminines à l'université. Une partie de la raison pour laquelle cela s'est produit est que le gouvernement a convaincu ou forcé les familles dans les régions rurales de l'Iran à permettre à leurs filles d'aller à l'école loin de chez elles. Plus de femmes ont commencé à adopter des vêtements occidentaux comme les jeans, mini-jupes et hauts à manches courtes. Bien que nombreuses femmes portent encore des hijabs, beaucoup ont décidé de ne pas le faire. De nombreux coiffeurs ont émergé dans les villes et villages avec le changement de coiffure des femmes qui n'avaient plus besoin de couvrir leur tête. Cela se passait lorsque les droits des femmes progressaient dans le monde. Ce n'était en aucun cas parfait, mais il semblait que de nombreux pays commençaient à se diriger vers l'égalité des sexes. Comme nous le savons, ce rêve n'est pas encore réalisé, mais progresse correctement en Iran. Puis la révolution islamique a eu lieu. Avec l'essor des droits des femmes et des politiques libérales, à la fin des années 60 et début des années 70, l'économie iranienne a commencé à se redresser. Des centaines de femmes étaient dans des conseils locaux élus et des millions travaillaient. Il y avait des juges, ambassadrices et policières. Cependant, tout le monde n'était pas heureux et les choses n'étaient pas parfaites. Le Shah avait un pouvoir presque illimité et ne l'utilisait pas toujours pour le bien. Comme tout dictateur, il a utilisé son influence et le savak pour faire taire toute opposition. En même temps, les attentes du peuple iranien pour l'avenir de leur pays ont commencé à augmenter. Alors que cela se produisait, les prix du pétrole et des biens ont aussi commencé à grimper. Le peuple iranien devenait de plus en plus mécontent du Shah et de sa gestion du pays, ne pouvant pas se permettre certaines nécessités. La partie malheureuse pour le Shah était qu'il était si isolé du mécontentement du peuple que lorsqu'il a finalement réalisé à quel point ils étaient malheureux, il était trop tard. Des émeutes et manifestations ont débuté. Alors que les manifestants mouraient aux mains de l'armée et de la police, les gens les pleuraient et condamnaient la monarchie. Ce cercle vicieux a fait cesser des mois. Des manifestations ont eu lieu, causant des décès et de la colère chez les citoyens. Le peuple iranien en avait assez que le Shah ait un pouvoir illimité et n'écoute pas leurs souhaits. Le Shah a instauré la loi martiale le 8 septembre 1978. Il est devenu très clair qu'il perdait le contrôle du pays, car la loi martiale est toujours un dernier recours d'un dictateur pour maintenir le contrôle de sa population. En plus des manifestations nationales, les travailleurs des champs pétroliers d'Iran sont en grève. Ceci a été suivi par des grèves dans d'autres grandes industries. Les émeutes, manifestations et protestations contre le règne du Shah persistent. Puis tout s'est effondré. Le 16 janvier 1979, le Shah a fui l'Iran car il semblait avoir perdu tout contrôle du pays.
Moins d'un mois plus tard, un nationaliste islamique que le Shah avait exilé pour dissidence politique, nommé Ayatollah Khomeini, est revenu dans le pays et a attisé le feu de la révolution. L'Ayatollah Khomeini et ses partisans ont proclamé l'Iran comme une république théocratique régie par les principes islamiques. Le nouveau gouvernement a évincé tous les représentants libéraux de leur poste dans le but de ramener l'Iran à des valeurs sociales et religieuses plus conservatrices. Et c'est à ce moment que les femmes et de nombreuses autres personnes ont commencé à perdre les droits qu'elles avaient acquis au cours des décennies précédentes. Il ne semble pas juste que lorsque la monarchie a été supprimée et qu'une république a été mise en place permettant des représentants élus, les normes sociales aient régressé. Mais ce qui a suivi explique pourquoi l'Iran est devenu l'État oppressif actuel. La loi sur la protection de la famille, qui garantissait de nombreux droits aux femmes dans le mariage, a été presque immédiatement abolie. Des groupes révolutionnaires conservateurs, connus sous le nom de comités, basés dans des mosquées à travers l'Iran, ont commencé à patrouiller pour faire respecter les codes vestimentaires et comportements islamiques. Ces hommes agissaient en milice pour faire taire quiconque s'opposait à la révolution. Le corps des gardiens de la révolution islamique a été créé comme une armée religieuse pour contrer un autre coup d'État de la Agence centrale de renseignement. Cependant, contrairement à l'échec du coup d'État de Mossadegh, cela n'a fait qu'inciter les milices religieuses à intensifier leur brutalité à l'encontre de ceux suspectés d'opposition à la révolution islamique. À la fin de la révolution, l'Iran a fini par avoir une démocratie et une constitution qui semblaient en permettre aux gens d'élire les responsables qu'ils voulaient. Mais cela venait avec quelques réserves qui permettraient aux hommes aux croyances islamiques conservatrices de rester au pouvoir et d'influencer les politiques de la nation. Le nouveau gouvernement serait composé d'un président et de représentants élus par le peuple. Cependant, ce gouvernement serait supervisé par un leader suprême et un conseil de gardiens composé de responsables religieux islamiques. Le leader suprême est l'autorité politique, militaire et religieuse la plus élevée du pays. L'Ayatollah Ruhollah Khomeini s'est autoproclamé premier leader suprême après être rentré dans le pays et avoir pris le contrôle de la révolution. Peu importe qui les Iraniens élisaient comme président, il y aurait toujours une figure religieuse non élue qui les surpassait. Le Conseil des gardiens, composé de spécialistes juridiques et de figures religieuses, avait le droit de veto sur toute législation qu'il jugeait contraire à la loi de la charia. Cela signifiait que les politiques conservatrices mises en place après la révolution islamique ne changeraient probablement jamais tant que le leader suprême et le Conseil des gardiens n'étaient pas dissous, ou qu'ils n'étaient pas eux aussi élus par le peuple. Malheureusement, vu le statu quo post-révolution islamique, cela ne semble pas imminent. Même si la révolution islamique était sur le point de retirer certains droits aux gens, il y avait une chose que beaucoup d'Iraniens détestaient plus que ce qui se passait au gouvernement. 52 diplomates et citoyens américains ont été capturés en otage par un groupe de miliciens, étudiants musulmans, ayant infiltré l'ambassade des États-Unis. L'intervention des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans les affaires a irrité des individus de tous âges et croyances en Iran. Cela a engendré une grande méfiance envers les Américains, amenant de nombreux Iraniens à favoriser l'ordre islamique plutôt qu'un dictateur ou un gouvernement soutenu par une puissance étrangère. Pendant que la révolution iranienne se déroulait et les lois religieuses conservatrices réinstaurées, les femmes ont commencé à se mobiliser contre le hijab. Le nouveau gouvernement islamique a cependant refusé d'écouter. Ils ont exigé que toutes les femmes portent le hijab, coutume islamique. Les milices religieuses ont exécuté ce mandat bien avant qu'il ne devienne une loi, en 1983. À ce moment, toutes les femmes du pays, indépendamment de leur religion ou nationalité, devaient porter un hijab. Cette loi reste en vigueur à ce jour. De 1979 à 1989, le nouveau gouvernement a fait très peu de progrès en termes de droits de l'homme. C'est en 1989 que le guide suprême Ayatollah Ruhollah Khamenei est décédé, et l'Assemblée des experts composée d'un corps de hauts clercs a choisi le président sortant de l'Iran, Ali Khamenei, pour prendre sa place. Khamenei est toujours le guide suprême de l'Iran à ce jour. Durant les années 1980 et 90, les tensions Iran-États-Unis étaient fortes. Cela a juste intensifié l'anti-américanisme chez de nombreux Iraniens. Les dirigeants religieux conservateurs ont renforcé leur contrôle sur le pays. Malgré la tenue d'élections et le droit de vote des femmes, les candidats devaient être validés par le guide suprême et le Conseil des gardiens. Cela signifiait que seuls les candidats religieux et conservateurs seraient autorisés à se présenter aux élections. Donc, bien que les Iraniens aient théoriquement le choix de leurs représentants, ils ne pouvaient choisir que des hommes respectant les lois islamiques conservatrices et ne s'opposant pas aux décisions du Conseil des gardiens ou du guide suprême. Cela signifiait que rien ne changerait jusqu'à ce qu'une personne réclame plus d'égalité et de droits pour tous. En 1997, Mohammad Khatami Ardakhani est élu président, s'engageant à mettre en place des réformes politiques et sociales pour accorder plus de droits aux femmes. En l'an 2189, les alliés de Khatami ont remporté 189 des 290 sièges du Parlement, leur donnant la majorité.
On dirait que des politiques plus avancées allaient enfin être adoptées. Cependant, l'avancement était lent. Le Conseil des gardiens et le leader suprême résistaient aux réformes, mettant de côté l'espoir d'une transition vers plus d'égalité et loin des normes islamiques conservatrices. En 2004, les conservateurs ont repris le contrôle du Parlement après des élections très controversées. Le Conseil des gardiens a empêché des milliers de candidats réformistes de se présenter, freinant ainsi les progrès dans le pays. Cela a frustré beaucoup de gens, provoquant des manifestations. En 2005, l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad a gagné l'élection présidentielle. Il semblait que la politique de l'Iran allait dans la mauvaise direction. Encore une fois, c'était parce que le véritable pouvoir résidait chez le leader suprême et le Conseil de gardiens. La démocratie en Iran était en quelque sorte une illusion, car une véritable réforme ne serait jamais autorisée tant que les organes religieux conservateurs dicteraient qui pouvait se présenter à une élection et qui ne le pouvait pas. Les résultats électoraux semblaient truqués quand le style de vie islamique conservateur était en danger. Cela a souvent déclenché des manifestations, avec des individus emprisonnés ou tués par le gouvernement et la police. En 2013, un président centriste et réformiste du nom de Hassan Rouhani a été élu. Il a plaidé pour plus de liberté individuelle, l'accès à l'info et l'augmentation des droits féminins. Il a nommé plusieurs femmes dans son cabinet, dont Marzia Afkam, première porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Rouhani a été réélu en 2017 et a continué à orienter l'Iran vers des objectifs plus progressistes. Toutefois, en 2020, le Conseil des gardiens a de nouveau intervenu dans le combat pour l'égalité dans les lois progressistes. Les conservateurs ont gagné beaucoup d'élections, car des milliers de candidats modérés n'ont pas pu se présenter, ne répondant pas aux critères de l'organe religieux de gouvernance. En 2021, un autre coup a été porté à la lutte pour l'égalité lorsque Ibrahim Raisi, un autre président ultra-conservateur, a été élu. Il n'a pas non plus aidé que l'actuel guide suprême croit toujours que l'égalité des sexes est l'une des plus grandes idées fausses de la pensée occidentale. Cela nous conduit à la situation actuelle en Iran. Les femmes du pays doivent toujours porter des hijabs. Beaucoup repoussent les limites en repoussant littéralement leur hijab aussi loin que possible en signe de défi. Des lois archaïques, telles que l'interdiction pour les femmes de partir travailler à l'étranger sans consentement marital, restent en vigueur. Par exemple, une joueuse de football iranienne nommée Niloufar Ardalan n'a pas été autorisée à participer à un tournoi en Malaisie lorsque son mari lui a interdit de voyager. Depuis des décennies, les femmes luttent pour retrouver leurs droits perdus après la révolution islamique. Mais encore une fois, tant que les vieux hommes qui ne sont pas disposés à renoncer à leur pouvoir ou à changer leur façon de penser ne sont plus autorisés à dicter qui peut être élu et quelles lois peuvent être adoptées en Iran, les femmes et quiconque veut changer le statu quo dans le pays mènent une bataille difficile. Toutefois, les femmes iraniennes, malgré un gouvernement oppressif, ont réussi à accomplir beaucoup. 60% des diplômés universitaires en Iran sont des femmes, indiquant une plus grande proportion féminine de diplômés que masculine. En réalité, l'Iran peut aussi se vanter d'avoir la première femme lauréate de la médaille Fields, la récompense suprême en mathématiques. Elle s'appelait professeure Mariam Mirzakhani et elle était brillante. Ce sont toutes ces réalisations impressionnantes face à tant d'adversités qui effraient tant les leaders religieux d'Iran et les hommes au pouvoir. Avec la notoriété et le soutien international croissant des femmes et des réformistes en Iran, la pression augmente sur les dirigeants actuels pour instaurer des changements. Étant donné que les femmes représentent la majorité des citoyens éduqués dans le pays et qu'elles ont manifestement des voix fortes et une volonté de plaider pour l'égalité, le règne oppressif des dirigeants religieux conservateurs en Iran pourrait toucher à sa fin. Plus récemment, les femmes iraniennes et les filles en âge scolaire sont descendues dans la rue pour protester contre le meurtre de Mahsa Amini, 22 ans le 16 septembre 2022. Elle avait été arrêtée pour avoir porté son hijab trop lâche quelques jours avant. La brutalité policière autour d'une telle accusation erronée a conduit les femmes à brûler leurs hijabs et à exiger une réforme du gouvernement. Les femmes iraniennes mènent les manifestations et émeutes, rejointes par d'autres. Toute personne qui souhaite une réforme et un changement progressif se rallie autour des femmes enragées d'Iran. L'attention médiatique sur ces femmes courageuses et le soutien des athlètes, journalistes et activistes mondiaux rendent difficile pour le gouvernement iranien d'ignorer le problème. Si ces femmes continuent d'être brutalement réprimées et violentées, cela provoquera encore plus d'indignation dans la communauté. Les étudiants iraniens boycottent les cours et les femmes démissionnent, potentiellement affectant l'économie. Davantage d'organisations iraniennes appuient ces femmes. Si les syndicats entament une grève comme en 1978, cela pourrait mener à une nouvelle révolution. Une révolution où les femmes mènent la charge et réforment le gouvernement afin que l'égalité soit au premier plan. C'est pourquoi le gouvernement iranien actuel et les leaders religieux ont si peur des femmes dans le pays. Elles n'ont peut-être pas tout le pouvoir, mais sont intelligentes, dévouées et très en colère. Pour soutenir les femmes se battant pour leurs droits en Iran, nous devons maintenir l'attention sur elles.
Les transactions nucléaires de l'Iran dominent fréquemment les médias. Mais si l'indignation des Iraniens conduit à une révolution, les problèmes internationaux qui inquiètent beaucoup pourraient être résolus. Si une authentique réforme se produit en Iran permettant aux gens de choisir leurs dirigeants, l'Iran a un véritable potentiel pour devenir une démocratie dynamique. Cela pourrait régler de nombreux problèmes politiques et de politique étrangère actuels du pays. Nous ne pouvons pas oublier les femmes et tous les Iraniens qui se battent désespérément pour une meilleure qualité de vie. Toute modification de la politique d'interaction avec l'Iran par les gouvernements doit inclure les droits des femmes dans les négociations. Toute conversation sur l'avenir de l'Iran doit inclure l'égalité pour laquelle ces femmes s'efforcent. Cela étant dit, il y a des forces constantes à l'œuvre qui tentent de supprimer leur voix et de maintenir le statu quo. En Iran, la menace émane de vieux hommes s'accrochant à des croyances dépassées pour rester au pouvoir. De nombreux musulmans hors du contrôle des régimes oppressifs accueillent l'égalité et l'augmentation des droits pour toutes les femmes. Ce qui se passe en Iran n'est pas une question religieuse, c'est le résultat de l'intolérance et d'un sous-ensemble d'individus voulant maintenir le contrôle sur les autres. Si le monde doit devenir un meilleur endroit, les femmes de chaque nation doivent recevoir une bonne éducation, l'égalité et la possibilité de s'exprimer comme elles le jugent bon. C'est pour cela que les femmes d'Iran se battent, et c'est ce pourquoi nous devrions tous nous battre. Maintenant, regardez. Que se passerait-il si les États-Unis d'Amérique et l'Iran entraient en guerre? Comparaison militaire. 2022. L'armée iranienne intercepte un objet volant non identifié